après l'intervention de Pierre, j'ai donné à mon propos le titre « De l'être à l'autre » ou « Le mystère ineffable de la personne », point d'interrogation. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Le sujet qui fait l'objet de nos réflexions ce week-end me ramène à mes années de jeunesse philosophique. J'ai découvert en 1980 l'œuvre d'Emmanuel Mounier en classe de terminale grâce à mon professeur de philosophie au lycée Édouard Herriot à Voiron, Christian Guirado, professeur que je salue et à qui vont ma reconnaissance et toute ma gratitude pour tout ce qu'il m'a apporté. Lors de mes premières années d'études universitaires, j'ai adhéré pleinement à l'existentialisme chrétien, ce qui peut surprendre un certain nombre d'entre vous après l'avoir écouté pendant ces années, et je fus un penseur personnaliste, comme en attestent d'ailleurs mes premiers travaux académiques. Mon mémoire de maîtrise en philosophie contemporaine, intitulé « Aspects existentiels et théologiques de l'anthropologie personnaliste d'Emmanuel Mounier », que j'ai soutenu en juin 1985, et mon projet de thèse que j'ai présenté en juin 1987 sous le titre « De l'être à l'autre, contribution lévinassienne à une philosophie de la personne ». C'est à ce travail ancien, il y a maintenant 35 ans, que j'emprunte le titre de mon intervention. Bien entendu, je ne suis plus aujourd'hui dans les mêmes dispositions d'esprit qu'à cette époque, puisque ma vie d'homme a connu deux tournants majeurs qui ont profondément changé un certain nombre de mes convictions et modifié subséquemment ma perspective de pensée. Oui, j'ai changé, ou du moins, ma vie m'a changé. Il demeure sans doute en moi une unité secrète qui, à l'occasion de notre rencontre de ce jour, permettra peut-être d'en retisser, dans le sens d'une certaine continuité temporelle, les liens imperceptibles. Tout d'abord, j'ai perdu la foi chrétienne en rupture avec toute forme extérieure de transcendance religieuse pour m'orienter délibérément et résolument vers un humanisme laïque et agnostique. Je n'ai cependant pas perdu la foi, puisque je crois toujours en l'homme dans toute sa force créative et sa perfectibilité. Le deuxième tournant, sans doute plus décisif à l'égard de ma filiation avec le personnalisme, est intervenu en 2009 à l'occasion de notre deuxième fête de la philosophie à Miribel-les-Échelles, qui portait sur le thème « Sommes-nous individualistes ?» Lors de mon intervention, j'ai pour la première fois opéré une critique assez radicale du personnalisme et des penseurs qui s'en réclament, en raison du violent anti-individualisme qu'il déploie, aussi bien dans une visée spirituelle et métaphysique que dans le cadre d'une approche plus directement sociale et politique, à mon sens très régressive et même, j'ose dire, parfois réactionnaire. Je vais vous en rappeler les principaux éléments avant d'aborder de façon plus nuancée et peut-être, on pourrait dire, peut-être plus bienveillante, cette notion de personne humaine qui reste un point de repère philosophique acceptable et peut-être même important si nous en faisons un usage humaniste et progressiste. On peut penser que les termes individu et personne, tout à l'heure dans la discussion on a rencontré cette double thématique, on pourrait penser que ces termes sont équivalents et interchangeables. Or, ces deux termes recouvrent des significations très différentes, tant sur le plan étymologique que sur le plan philosophico-politique. Le mot individu vient du latin individuum, qui, selon l'usage du philosophe Cicéron, traduit le mot grec atome, c'est-à-dire ce que l'on ne peut pas couper, d'où le sens, ce qui est indivisible, pour désigner un être unique et singulier par opposition au genre ou à l'espèce. Le mot personne vient, lui, du latin persona, qui désigne le masque au théâtre et traduit le grec prosopone, renvoyant au rôle attribué à un masque et par extension à des valeurs telles que l'honneur, la dignité, en opposition à la chose, res.
on voit par là le terme de dignité humaine est en relation, on voit par là, pardon, que le terme de dignité humaine est en relation directe avec celui de personne. Ce terme de personne a très tôt eu une connotation religieuse. Une idée dérivée amène à la signification de personnage important de la société ou de personnalité revêtue d'une dignité ecclésiastique. Sur un plan plus philosophique, la différence des deux termes s'accentue davantage pour devenir, surtout à partir du XXe siècle, une opposition très nette. Selon le dictionnaire de la langue philosophique Foulquier, un individu, par opposition à la personne, se dit d'un être humain qui réalise un type commun tout en étant distinct des autres et refusant d'être assimilé à ses semblables. Du point de vue logique, l'individu est, là encore j'emprunte cette citation au dictionnaire, un sujet qui admet des prédicats, mais qui, lui-même, ne peut être le prédicat d'aucun autre, ce qui souligne le caractère irréductible de son autonomie, qui n'est pas assimilable à un ensemble, ni ne peut s'intégrer en lui. En ce sens, alors selon le dictionnaire philosophique Lalande, l'individualité reconnue à l'individu est ce par quoi un individu diffère d'un autre et s'en distingue, aussi bien sur le plan numérique que qualitatif. En ce sens, l'individu s'oppose à la personne morale, dont la personnalité confère à l'homme un caractère le rendant propre à faire partie d'une même société spirituelle que les autres personnes, donc à se fondre dans une communauté donnée. Sur un plan plus politique et orienté, la personne est une réalité concrète, charnelle, spirituelle, qui peut être membre de totalités organiques telles que la famille, la patrie, la corporation, etc. On se rapproche ici d'une conception relevant de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui oppose personne et individu. Cette conception est également portée par le personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier, dont la doctrine est fondée sur la valeur absolue de la personne. Jacques Chevalier, qui fut le maître de Mounier à l'université de Grenoble, définissait ainsi la distinction entre personne et individu. C'est une phrase courte, mais qui a le mérite de bien planter le décor et la différence entre les deux. L'individu est à lui-même sa fin, la personne a des fins, au pluriel, qui la dépassent. Emmanuel Mounier écrit, pour sa part, « La personne ne croît, du verbe croître, qu'en se purifiant incessamment de l'individu qui est en elle. Tout se passe alors comme si, n'étant plus occupée de soi, pleine de soi, elle devenait, et alors seulement, capable d'autrui, entrant en grâce. » Fin de citation. Et parlant de l'individu, Mounier affirme « Un homme abstrait, sans attache ni communauté naturelle, Dieu souverain au cœur d'une liberté sans direction ni mesure, tournant d'abord vers autrui la méfiance, le calcul, la revendication, des institutions réduites à assurer le non-empiètement de ces égoïsmes ou leur meilleur rendement par l'association réduite au profit. » Donc vous voyez, là c'est une critique très sévère d'Emmanuel Mounier à l'égard de l'individu. Cette critique de l'individualisme va de pair chez Mounier avec une critique radicale du rationalisme, dans sa double, j'allais dire, orientation philosophique, opposée mais complémentaire d'un certain point de vue, l'idéalisme et le matérialisme. Voilà ce qu'écrit Emmanuel Mounier à propos de ces deux courants de pensée. En termes très généraux, on pourrait caractériser le personnalisme comme une réaction de la philosophie de l'homme contre l'excès de la philosophie des idées et de la philosophie des choses. Il dit ça dans l'introduction aux existentialismes, qui est peut-être l'ouvrage de Mounier que je recommanderais le plus pour découvrir cet auteur. Dans les années 1931-39, la condamnation de l'individualisme le porte également à rejeter l'héritage des droits de l'homme
et à travers ce refus, les philosophes des Lumières et la Révolution française. Il écrit « Mon individu, c'est l'amour incestueux de mes singularités, la forteresse de sécurité et d'égoïsme que j'érige tout autour pour en assurer la sécurité. C'est enfin l'agressivité capricieuse ou hautaine dont j'ai armé la revendication érigée en mode existentiel de la conscience de soi et la consécration juridique et métaphysique à la fois que lui ont donné en Occident la Déclaration des droits de l'homme et le Code Napoléon. » Vous voyez, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Et dans le prolongement de cette affirmation, il écrit encore « L'individualisme a proclamé la suffisance du citoyen revendicateur, refusé le mystère et l'appel des présences spirituelles. Le capitalisme est survenu à le déclasser. » Et ça, c'est dans la revue personnaliste et communautaire, ouvrage donc des années 1930. Cela rejoint le point de vue religieux du christianisme, selon lequel l'homme est une personne, et pas un individu, un être naturel mortel en raison du péché originel, mais pourvu d'une âme spirituelle et immortelle, dont il faut assurer le salut. Nous avons relevé dans un document intitulé « La liberté chrétienne et la libération », présenté comme une instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 26 avril 1986, ces lignes. Dans le domaine des conquêtes sociales et politiques, une des ambiguïtés fondamentales de l'affirmation de la liberté au siècle des Lumières tient à la conception du sujet de cette liberté comme individu se suffisant à lui-même et ayant pour fin la satisfaction de son intérêt propre dans la jouissance des biens terrestres. Une des principales erreurs qui a lourdement grevé depuis le temps des Lumières le processus de libération tient à la conviction largement partagée que ce serait le progrès réalisé dans le champ des sciences, de la technique et de l'économie qui devrait servir de fondement à la conquête de la liberté. » Fin de citation. Vous voyez, dans ce document, qui est donc un document officiel de l'Église catholique, la notion d'individu est problématique parce qu'elle fait de cette monade en fait le principe, le fondement de la société, et bien sûr elle est indépendante justement de tout rapport à la transcendance, donc à la divinité. Ces propos, donc tout à fait officiels, de l'Église catholique font écho aux analyses virulentes de Jacques Maritain, un philosophe et théologien catholique français d'origine juive, qui est une figure centrale du néo-thomisme au XXe siècle et qui a beaucoup influencé Emmanuel Mounier et plus largement les penseurs personnalistes, écrit « Voyez avec quelle solennité religieuse le monde moderne a proclamé les droits sacrés de l'individu, et de quel prix il a payé cette proclamation. Et cependant, l'individu n'a-t-il jamais été plus concrètement dominé, plus facilement façonné par les grandes puissances anonymes de l'État, de l'argent, de l'opinion? Quel est donc ce mystère ?» Et un peu plus loin, il répond immédiatement à cette question. « Il n'y a là aucun mystère. Le monde moderne confond simplement deux choses que la sagesse antique avait distinguées. Il confond l'individualité et la personnalité. » Et il ajoute, « En tant qu'individu, nous sommes soumis aux astres, en tant que personnes, nous les dominons. » Qu'est-ce que l'individualité moderne? Une méprise, un quiproquo, l'exaltation de l'individualité camouflée en personnalité et l'avissement corrélatif de la personnalité véritable. Dans l'ordre social, la cité moderne sacrifie la personne à l'individu. Elle donne à l'individu le suffrage universel, l'égalité des droits, la liberté d'opinion, et elle livre la personne isolée, nue, sans aucune armature sociale qui la soutienne et la protège, à toutes les puissances dévoratrices qui menacent la vie de l'âme.
aux actions et réactions impitoyables des intérêts et des appétits en conflit, aux exigences infinies de la matière à fabriquer et à utiliser. » Fin de citation. Donc ça, ce sont des affirmations très tranchées, radicales, on pourrait dire, de Jacques Maritain. Ainsi, c'est contre cette conception anti-individualiste que se sont imposés, au cours de l'histoire, depuis la Révolution de 1789, les droits politiques, économiques et sociaux garantissant un exercice pratique, concret, de la liberté de chaque individu citoyen, capable, par la fonction de sa raison propre, de s'organiser avec des autres individus citoyens, sans dépendre d'une quelconque transcendance. Bien entendu, ce combat d'idées est amené à se poursuivre et à perdurer. Donc, vous voyez, j'ai fait ce rappel, c'est un gros, mais j'avais développé ça plus en détail quand j'étais intervenu en 2009. Je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, ça avait fait grincer quelques dents parmi l'auditoire, parce que j'avais rattaché le personnalisme avec notamment le régime de Vichy, les propos du maréchal Pétain, et puis aussi certaines dispositions de l'Union européenne qui est fondée non pas sur les déclarations des droits de l'homme et du citoyen, mais qui est fondée sur la charte européenne des droits fondamentaux de la personne humaine. Et le mot individu disparaît du vocabulaire dans l'Union européenne. Du coup, j'y avais vu, effectivement, c'était pour ça que ça avait amené de ma part une rupture, j'allais dire plus ou moins politique à l'époque, avec le personnalisme, parce que je m'étais rendu compte que eh bien, tous ceux qui étaient derrière ces discours avaient comme point commun un anti-individualisme qui me semblait dangereux pour la défense des libertés et de la démocratie. Donc, par-delà cette critique de fond sur les présupposés théoriques et politiques de la notion de personne, j'ai retrouvé en relisant mon travail de recherche une analyse critique un peu différente, plus métaphysique, nous transportant notamment sur le terrain de l'ontologie. Qu'en est-il exactement de l'être de la personne? Et là, on retrouve plus directement la question qu'a traitée tout à l'heure et qu'il a problématisé Pierre. Alors c'est vrai qu'au moment de mon travail de recherche, j'étais peut-être moins critique à l'égard du personnalisme, mais quand même, j'ai eu la surprise, parce que je ne m'étais pas replongé, ça fait plus de 30 ans, je ne m'étais pas vraiment replongé dans le détail de ce que j'avais élaboré à l'époque, mais je me suis rendu compte que déjà j'avais une approche critique, mais peut-être d'une nature différente. Dès le début de mon projet de thèse, je notais déjà une déception à l'égard du personnalisme, qui tient au fait que Mounier ne parvient pas, ou du moins ne souhaite pas explicitement, formuler une définition conceptuelle de la personne, si ce n'est au travers de caractéristiques négatives sur ce que la personne n'est pas. Dans son œuvre, Mounier enchaîne en effet les propositions négatives. Extrait de différentes affirmations. Ma personne n'est pas mon individu, ma personne n'est pas la conscience que j'ai d'elle, ma personne n'est pas ma personnalité, etc. On pourrait retrouver d'autres formules approchantes. Nous sommes donc d'emblée confrontés à une aporie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une aporie? C'est une question philosophique très importante qui doit être posée, mais qui, après un approfondissement et une réflexion longue, ne parvient pas à trouver une solution. Donc l'aporie, c'est une question, si vous voulez, féconde, non pas en ce qu'elle nous donne une réponse qui serait une solution, mais en ce sens qu'elle nous permet d'approfondir la réflexion sur une question importante. Donc la définition par Emmanuel Mounier de la personne sous forme négative constitue une aporie à mon sens. Du moins c'est comme ça que je l'avais repéré quand j'étais plus jeune. Mais le monsieur plus vieux que je suis ne renie pas ce point-là. Nous sommes donc, mais alors,
sur quel fondement solide pouvons-nous asseoir une philosophie de la personne si la notion de personne échappe à toute saisie conceptuelle exprimée en une définition philosophique rigoureuse et positive? Vous voyez, ça c'était le problème qui me travaillait à l'époque, c'est que j'étais convaincu qu'une philosophie de la personne était nécessaire pour l'humanité, mais en fait, dans le personnalisme, on trouvait une sorte de matrice qui pouvait nous permettre de penser cette notion, mais la défaillance en termes conceptuels par rapport à la définition de la personne faisait que, en fait, on pouvait douter qu'il y ait possibilité d'une philosophie de la personne. Ce que nous nommons par le terme de personne désigne un centre de pure imprévisibilité, réfractaire à toute tentative d'objectivation. Mounier ne reniera jamais ce silence spéculatif sur la définition problématique de la personne. Et les citations sont nombreuses dans son œuvre par lesquelles il exprime son refus explicite de violer le secret de l'être de la personne par une fixation de celui-ci dans les catégories de l'ontologie traditionnelle. Alors, j'emploie un mot ici un peu savant, ontologie. Logie, ça vient de logos, étude rationnelle de l'objet qui est placé avant. L'objet qui est placé avant, c'est onto, qui veut dire en grec l'être. Donc l'ontologie, c'est cette partie assez abstraite de la métaphysique qui étudie finalement la définition de l'être en soi. Et c'est une des questions les plus permanentes de la philosophie, en même temps une question assez abstraite, mais qui est au cœur, bien sûr, de notre problématique là, de la personne humaine. Alors voilà ce que dit Mounier. La personne étant la présence même de l'homme, sa caractéristique dernière n'est pas susceptible de définition rigoureuse. Et pour moi, à l'époque, et peut-être encore maintenant, c'est ce qui me semblait poser problème. Je me disais que si on voulait construire une philosophie de la personne moderne, c'était mon projet, hein, qui était un peu, très ambitieux, eh bien c'était de lever cette aporie, hein, d'essayer de voir comment on pouvait trouver finalement un appareil conceptuel permettant de définir positivement la personne et donc de s'en servir comme fondement de cette philosophie. Alors cette radicale indétermination trouve sa source dans le dynamisme spirituel de la personne comme échappée du concept. Ça, c'est ce qui est au cœur de la pensée de Mounier. Alors je le cite à nouveau. « La ressource de la personne étant infinie, rien de ce qu'il exprime ne l'épuise, rien de ce qui la conditionne ne l'asservit. » Fin de citation. L'aporie fait en quelque sorte cercle sur elle-même ou avec elle-même. La personne constitue une existence qui ne se consume jamais elle-même dans ce qu'elle est au moment où elle se donne à voir et se projette, au sens même de Sartre, un projet, se projeter dans le futur. Elle est au-delà de l'être, dans l'être qu'elle est, et c'est pourquoi on peut dire d'elle qu'elle est une existence toujours insatisfaite d'elle-même, toujours en mouvement de création. Là, vous voyez, on rejoint des éléments que Pierre a déjà posés ce matin. Je cite encore Mounier, « Ma connaissance de ma personne et sa réalisation sont toujours symboliques et inachevées. » Comment interpréter cette impuissance à conceptualiser? Pour un philosophe, une impuissance à conceptualiser, c'est quand même, presque un aveu d'échec. Même si, visiblement, Mounier considère que c'est plutôt une qualité. C'est pour ça que, souvent, il a lui-même considéré que sa philosophie était une matrice pour donner naissance à des pensées plurielles, et que ça n'était pas en soi une philosophie au sens de système. D'ailleurs, les personnalistes ont un point commun, c'est qu'ils rejettent toute pensée systématique, toute pensée de système. Donc, est-ce une défaillance de la raison qui signe en cela une défaite de la pensée, ou au contraire, est-ce sa reconnaissance du caractère ineffable de la personne dans le respect de son existence spirituelle? Mounier souligne la dimension paradoxale
d'un tel constat. La personne, dit-il, est celle qu'on ne trouve que si on ne la cherche pas. Et quelle que soit la réalité sur laquelle elle débouche, nous savons que cette route obscure et libre a seule quelque chance de nous conduire vers les mystères de l'être. Vous voyez, pour le coup, le mystère s'approfondit. Alors quand Mounier parle du mystère de l'être, je pense qu'il fait référence très directement à un autre philosophe proche de cette mouvance, qui est donc le philosophe, ça y est, j'ai perdu son nom d'un seul coup, l'auteur de Gabriel Marcel, qui est l'auteur du journal Métaphysique, et qui définit qui oppose le mystère et le problème. Le problème, c'est une question qui est posée devant moi, que je peux résoudre et qui, dans sa réponse, ne m'implique pas. Par contre, un mystère, c'est une question dont la réponse va nécessairement avoir une conséquence sur ma propre existence. J'avais donné l'exemple de cela avec la question du temps, parce que, évidemment, comme l'homme est un être temporel, la définition qu'il va donner du temps ou la non-définition qu'il ne pourra pas donner va avoir une implication sur la définition même de l'homme. Si l'homme est un être temporel, et si je ne parviens pas à définir la temporalité, ben ça veut dire que je ne parviens pas non plus à éclaircir finalement ce qu'est l'homme en tant qu'être temporel. Ben là, si vous voulez, c'est un peu pareil appliqué à la personne. Pour Mounier, la personne est un mystère de l'être. Alors, une formule du manifeste au service du personnalisme nous plonge au cœur de cette aporie. Vous voyez, autour de laquelle je tourne. Ma personne, comme telle, est toujours au-delà de son objectivation actuelle, supraconsciente et supratemporelle. Nous touchons ici le processus de spiritualisation caractéristique d'une ontologie personnaliste. Il est en même temps un processus de dépossession et un processus de spiritualisation. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Mounier tient à conserver le terme d'ontologie, qui est hérité de la tradition. L'ontologie, c'est la philosophie de l'être, et il considère qu'il y a bien une ontologie personnaliste qui est au fondement de la philosophie de la personne qu'il appelle personnalisme. J'ai retrouvé une formulation de cette aporie sous la plume d'une théologienne dans un article paru en 1999 dans la revue des sciences religieuses. Article qui est intitulé « Approche apophatique et mystique de la notion de personne » chez Emmanuel Mounier. Alors, je fais une petite remarque, alors qui est un peu biographique. Mon projet de thèse, où je signale donc justement cette aporie. Et donc là, c'est le point de vue d'une théologienne que vous allez entendre. Alors, dans cet article, cette théologienne pose la question suivante. Peut-on élaborer une philosophie négative ou apophatique pour penser la personne humaine? Alors apophatique, ça s'écrit A-P-O-P-H-A-T-I-Q-U-E, apophatique. Il faut préciser qu'une démarche dite apophatique, je définis de quoi il s'agit, est un raisonnement qui procède par négation. Donc la démarche apophatique est un raisonnement qui procède par négation, c'est-à-dire un mode de pensée qui consiste à n'utiliser que des termes ou des idées négatives pour évoquer une chose ou une personne, ou un être. Très souvent, on parle de théologie apophatique à propos de Dieu. Et là, vous voyez ici, l'auteur semble appliquer cela à la notion de personne. Mais ce n'est pas un hasard, parce qu'en fait, dans l'esprit du personnalisme chrétien, et des personnalistes en général, il y a un rapport entre la personne, la communauté humaine à laquelle la personne appartient, et puis donc Dieu, qui est, si vous voulez, la personne avec un P majuscule, qui est l'autre avec un A, l'autre de l'autre avec un A majuscule.
Donc citation, là une citation que j'ai trouvée chez Vladimir Yankelevitch dans le Je ne sais quoi et le presque rien. Vous savez, cet ouvrage dont je vous avais parlé pour le temps. Il écrit ceci: le positivisme de la chose tiendrait volontiers pour négatif tout ce qui est non-chose. Et pour la philosophie négative ou apophatique, au contraire, c'est cette mystérieuse non-chose qui est la positivité même par excellence, l'ineffable positivité. Donc vous voyez ici, la non-chose que je raccroche à Mounier, c'est la personne. La personne peut être considérée comme une ineffable positivité. Et vous voyez, dans le mot ineffable, que j'ai mis comme point d'interrogation dans le titre de mon intervention, l'emploi du mot ineffable, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas justement circonscrire, qui échappe à toute possibilité ou volonté de connaissance. Donc cet auteur, Marie-Étiennette Belly, c'est la théologienne que je cite là, donne ainsi des indications très intéressantes. Toujours à propos de Mounier, puisque c'est de lui dont elle parle. Parler de la notion de personne chez Emmanuel Mounier, c'est d'emblée faire apparaître un paradoxe. Présente partout, la personne n'est donnée nulle part, écrit le fondateur de la revue Esprit dans un de ses derniers ouvrages paru en 1949, Le personnalisme. Alors là, je fais un arrêt. 1949, effectivement, c'est un an avant la mort de Mounier. Mounier est mort très jeune. Il est né en 1905 et il est mort en 1950. Donc c'est une mort prématurée. Et c'est lui qui est le fondateur d'une revue qui existe encore aujourd'hui, et qui est très, très active, enfin qui est très lue encore, au plan philosophique, qui s'appelle la revue Esprit. Et bien entendu, ce n'est pas un hasard s'il a nommé cette revue Esprit. Il lui donne une signification qui va de pair avec sa propre philosophie. Donc je continue donc la citation de cette théologienne. Le terme « personne » en français n'est-il pas ambigu, puisqu'il désigne à la fois un substantif et un pronom indéfini? C'est ce langage de la négation qui semble caractéristique chez Emmanuel Mounier, dès qu'il parle de personne ou de communauté. De la personne, on peut mieux exprimer ce qu'elle n'est pas que ce qu'elle est. Vous voyez, on revient toujours à la même question de la difficulté de définir. La personne n'est pas toute faite, constituée, programmée, ni même construite, mais elle advient à travers un processus de personnalisation. Elle n'est pas encore. Pour approcher un peu mieux ce qu'elle est, il faut encore recourir à la méthode négative. Donc vous voyez, l'auteur de cet article approuve en quelque sorte l'orientation de Mounier et considère qu'effectivement, pour approcher le mystère de l'être de la personne, il faut adopter une méthode négative. Et il n'y a pas de positivité possible. Et ça, dès mes années de recherche, 1987, c'est bien ce qui, à moi, me posait un problème. Alors peut-être que parce que j'étais peut-être trop rationaliste. Donc dans la révolution personnaliste, Mounier écrit « La personne est en quelque manière un absolu, mais n'est pas l'absolu ». Et cette fois-ci, absolu écrit avec un A. La personne est en quelque manière un absolu, mais elle n'est pas l'absolu. À la fin de son article, Marie-Étiennette Belly met en exergue cette phrase de Mounier, extraite de sa correspondance avec un ami, Jacques Lefranc, en avril 1944. Il écrit à son ami « Il y a une théologie négative de la personne ». Le mot est lâché. Mais dans sa correspondance, pas dans ses œuvres, il y a une théologie négative de la personne comme il y a une théologie négative de Dieu, et elle est sans doute aussi la plus vraie. Fin de citation. Et donc la théologienne conclut par une synthèse très révélatrice, c'est la fin de cet article que j'ai trouvé très intéressant. Le personnalisme de Mounier est un chemin mystique marqué par la tradition chrétienne et qui, comme tel, exprime la tension
entre la perception aiguë et cruciale de ce qui n'est pas encore humanisé en l'homme et la contemplation de l'amour éternel qui s'est fait chair dans l'histoire. La démarche apophatique prend alors tout son sens comme chemin de fécondité, tant pour la pensée que pour l'action pédagogique et historique. Elle correspond chez Mounier à la volonté de ne pas enclore l'être humain dans une définition a priori, un refus de la réduire à des déterminations ou propriétés. Il s'agit au contraire de dénoncer l'intolérable, l'insupportable, l'injuste, pour tenter d'opérer un renversement et réveiller les consciences. La philosophie de Mounier ressemble à la parole des prophètes, et elle exprime le premier moment éthique de toute pensée humaine. Donc mon hypothèse, donc, face à cette impasse, et pour dépasser le paradoxe, alors vous avez bien compris que ni Emmanuelle Mounier, ni même cette théologienne ne souhaitent dépasser le paradoxe. En fait, elles veulent qu'on s'y installe et qu'on se contente de cette question non résolue pour conserver le vocable personne. Donc mon hypothèse, donc, face à cette impasse, est qu'une philosophie de la personne doit renoncer à plonger ses racines et son inspiration dans l'ontologie traditionnelle de la pensée occidentale. Donc ça, c'est ce que j'ai compris justement en faisant cette recherche. Je me rappelle qu'il y a eu un épisode où on devait présenter, alors notre professeur c'était Jean-François de Raymond, et on avait des séminaires où on devait, à des moments réguliers de l'année, faire le point sur l'avancée de notre recherche. Et donc il y avait d'autres chercheurs qui étaient là, et après on était invités à apporter des critiques, faire des interventions, etc. Et j'avais donc exposé, enfin j'étais un peu bloqué dans l'avancée de mon travail, à cause justement de cette fameuse aporie. Et là, je me rappelle, il y avait un chercheur qui s'appelait François Delalin, je ne sais pas ce qu'il est devenu, il faisait une thèse sur Ernst Bloch et l'inhumain, l'humain et l'inhumain. Et il m'a dit, est-ce que tu connais Emmanuel Lévinas? Et donc à l'époque, je ne connaissais pas. Et donc il m'a dit, il faut le lire parce que je pense que tu trouveras une réponse. Et effectivement, c'est vrai que la découverte de Lévinas a été assez foudroyante. Et c'est vrai que j'ai compris à ce moment-là que tant qu'on restait dans le cadre d'une ontologie, c'est-à-dire d'une recherche de définition de la personne dans son être, eh bien on ne pourrait pas avancer par rapport à cette aporie. La méthode négative ou apophatique n'est pas satisfaisante parce qu'elle ne fait que contourner et éluder le problème de fond. Une philosophie authentique de la personne ne peut pas se réduire à un quelconque mysticisme ou prophétisme si elle veut prendre en charge dans l'histoire les difficultés de l'humanité. Donc ça, je pense que c'est un peu mon côté rationaliste qui refusait finalement de faire sombrer la philosophie dans le mysticisme et le prophétisme. Voilà, le philosophe n'a pas à être un prophète, sauf s'il a beaucoup de talent comme Nietzsche, mais Nietzsche est quand même un cas à part. Elle doit donc, cette philosophie de la personne, si elle veut avoir un débouché plus authentique, elle doit rompre avec cette ontologie autarcique du même, moi égale moi, pour se tourner résolument vers une pensée de l'autrement qu'être, vers une éthique de l'autre, où l'altérité précède et excède la constitution même du sujet. Toute philosophie est justification de soi. La seule philosophie originale serait celle qui justifierait un autre, écrit Camus dans ses carnets. Je pense qu'il a tout à fait raison. Dans la conclusion de mon projet de thèse, qui n'a pas abouti, je le précise, je notais que l'aporie rencontrée par le personnalisme, dans son effort pour définir la notion de personne, pouvait être levée dès lors qu'on opère un déplacement de perspective à partir de la philosophie de l'être, ou ontologie fondamentale,
pour reprendre l'expression de Martin Heidegger, vers la philosophie de l'autre, éthique du visage. Et là, quand j'emploie le mot d'éthique du visage, je fais directement référence à Emmanuel Levinas, qui a placé au cœur de sa philosophie la rencontre avec le visage, puisque pour Emmanuel Levinas, en fait, le visage, c'est en quelque sorte la révélation de quelque chose qui me dépasse et de quelque chose qui m'oblige, qui me commande. Levinas va jusqu'à dire que, en fait, cette responsabilité face à autrui nous place dans une position d'otage à l'égard de l'autre, où en fait je ne suis moi, non pas avant de rencontrer l'autre, mais je suis moi que parce que j'ai rencontré l'autre et que l'autre m'a placé dans cette position de radicale responsabilité à son égard. C'est-à-dire qu'en fait c'est l'autre qui permet au sujet de se constituer comme tel, et non pas le moi qui découvre autrui et qui le reconnaît. La reconnaissance du sujet, elle passe par autrui et non pas l'inverse. Donc cela entraîne, bien entendu, ce que je suis en train de dire, ce déplacement, une rupture avec toute la tradition philosophique qui fait de la spéculation sur l'être, l'identité, le moi, le même, etc., l'élément premier de l'homme. Quand on voit à quel point cette question de l'identité perturbe, travaille les esprits, même sur le plan politique, on peut penser qu'il y a là quelque chose qui est effectivement un peu dangereux, et peut-être faut-il être allergique à ce type d'aspiration, en fait. La contribution lévinassienne, ou la contribution de Lévinas, si on veut, à cette libération apparaît d'autant plus importante qu'elle permet d'opérer, à travers des concepts nouveaux, qui sont ceux spécifiques de Lévinas, cette rupture et ce déplacement nécessaire, sans pour autant altérer l'ambition du personnalisme. L'apport essentiel d'Emmanuel Lévinas, surtout par rapport à Mounier, est d'avoir fait de la problématique de l'altérité le tout de la pensée et de l'effort philosophique. Le rapport à autrui n'est pas un thème existentiel parmi d'autres. Il n'est pas non plus une des dimensions de la personne humaine. L'autre est la finalité ultime de l'existence et l'origine de la subjectivité, son fondement, le point cardinal où convergent toutes les réflexions sur l'homme. L'ontologie malheureuse où Mounier cherchait vainement à enraciner la philosophie de la personne fait place à l'éthique de l'autre homme. L'autre homme, l'autrement qu'être ou au-delà de l'essence, c'est le titre d'un ouvrage très ardu d'Emmanuel Lévinas. De nos jours, la métaphysique n'en finit pas de finir, et la fin de la métaphysique est notre métaphysique inavouée, car inégale à aucun aveu, écrit Lévinas dans Humanisme de l'autre homme. La pensée de l'autre ne peut pas s'inscrire dans le cadre clos de la philosophie occidentale du même, car cette philosophie du même secrète une ontologie dont les caractéristiques principales sont l'autonomie par la réduction de l'autre au même, le primat du même et le recours au neutre. Par sa rupture consommée avec la philosophie occidentale du même, la pensée de l'autre se constitue comme une philosophie de l'hétéronomie, car elle est, selon le mot de Lévinas, l'hétéronomie elle-même. Et donc Lévinas oppose l'autonomie du sujet pensant, qui peut être une des qualités de la personne, il l'oppose à l'hétéronomie qui est l'insistance sur l'extériorité, c'est-à-dire que la vérité, si vous voulez, la réalité de l'homme se trouve en dehors de l'être, en l'autre, dans l'hétéronomie donc, et pas dans l'autonomie. Alors, dernière citation de Lévinas, et puis dernière citation aussi de mon propos, dans La trace de l'autre, qui est un article très important de Lévinas, Lévinas écrit « L'expérience hétéronome
que nous cherchons serait une attitude qui ne peut se convertir en catégorie et dont le mouvement vers l'autre ne se récupère pas dans l'identification, ne revient pas à son point de départ. La philosophie d'Emmanuel c'est l'autre Emmanuel, la philosophie d'Emmanuel Lévinas, si soucieuse soit-elle du passé philosophique, est une philosophie de la responsabilité radicale, s'élevant contre une philosophie de la totalité et de l'être qui n'a pas su enrayer sa faillite sanglante lors du déchaînement de la barbarie nazie. Face à la grande catastrophe du XXe siècle, la philosophie occidentale, issue de l'ontologie, n'a pas été en mesure d'expliquer et de justifier son impuissance tragique. Il faut savoir que Emmanuel Lévinas est donc d'origine lituanienne. Il doit son salut pendant la Seconde Guerre mondiale au fait qu'il était officier de l'armée française, et donc il a été interné dans un camp, mais pas repéré comme juif, mais la plus grande partie de sa famille a été exterminée au moment de la Shoah. Donc évidemment, cet événement historique a été, enfin plus qu'un événement historique. L'extermination et l'avilissement de millions d'êtres humains éclatent dans le ciel olympien de la philosophie occidentale comme le point de rupture fondamental qui vient fissurer l'histoire. Cette frontière historique est la première pierre d'une philosophie autre, d'une philosophie de l'autre, qui place la tradition des origines à la veille de la Shoah dans une situation de radicale différence envers elle. Voilà.